Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. En 2022, il y a eu un suicide, celui de la jeune Amélie Champagne, qui a vraiment créé une onde de choc un peu partout au Québec. C'est une jeune femme qui était atteinte depuis plusieurs années de la maladie de Lyme, et qui, selon ses propres dires et selon sa famille, selon ses proches, errait depuis des années dans ce qu'on appelle un désert médical, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de soins appropriés pour cette maladie. Et pour ses proches, c'est clair que le décès de cette jeune femme, d'Amélie, ça a été dû à la maladie de Lyme dans sa forme chronique, qui a vraiment fragilisé sa santé mentale. Cette semaine, il y a une journaliste de la presse, Isabelle Haché, qui a remis en question dans un article ces faits-là, en citant entre autres le nouveau balado d'Olivier Bernard, que vous connaissez sous le nom du pharmacien, où dans la série, on remet en cause en fait l'existence même de la maladie de Lyme sous sa forme chronique, sa forme persistante. Et en même temps, on dit, finalement, il y a des gens qui profitent de ces pauvres personnes qui sont convaincues d'avoir la Lyme, mais de la maladie de Lyme, et qui sont convaincus que ça leur prend des médicaments naturels, que ça leur prend des doses massives d'antibiotiques. Et il y en a des médecins, des thérapeutes qui exploitent leur détresse psychologique parce qu'on le sait, ce sont des patients vulnérables. Et cette maladie-là est tellement débilitante, sincèrement, pour avoir fait un documentaire là-dessus il y a 9 ans. Ça passe tellement vite, les amis. Il y a 9 ans, j'ai produit un documentaire qui s'intitule « Quand la maladie nous mord », parce qu'il faut bien parler de morsure de tique et non pas de piqûre. C'est pas comme un maringouin. C'est une tique, là, elle a vraiment comme des espèces de petits crocs. Donc, on parle d'une morsure. Et j'ai pu avoir les témoignages de gens, on en aura d'ailleurs tout à l'heure dans les minutes qui suivent, des témoignages de gens qui nous disent « Mais ça me brûle la vie, ça me brûle le corps, ça me pollue ma vie, je ne vis plus. Et on a dit effectivement qu'au Québec, il y a eu plusieurs personnes qui se sont enlevées la vie à cause de ça. Entre autres, dans son article, Isabelle Haché pointe du doigt l'expert, un des experts en maladie de Lyme au Québec, le docteur Amir Kadir. Je trouvais que c'était important que le docteur Kadir puisse donner sa version des faits. Merci d'être là. Merci, Mme Maréchal, de m'avoir Vous avez lu l'article d'Isabelle Haché. Vous en avez pensé quoi? Parce qu'on dit plusieurs choses sur vous là-dessus. Entre autres, que vous avez administré des antibiotiques. Vous avez même fait un protocole de soins qui n'était pas tout à fait connu, même à votre hôpital, Pierre-Legardeur. D'abord, ce n'est pas un protocole de soins, il faut préciser. C'est que, comme expert de maladies infectieuses, comme d'autres collègues, je suis appelé à voir des patients qui ont des problèmes de santé qu'ils pensent être liés à la maladie de Lyme. On essaye d'établir un diagnostic. Une chose qu'il faut, disons, d'emblée préciser, qui va aider à mieux comprendre tout le dilemme qu'il y a là-dedans et que peut-être Mme Haché n'a pas eu le temps ou le bon accompagnement pour, disons, aller aux sources, c'est que maintenant, tous les organismes statutaires, que ce soit INES au Québec, que ce soit la CDC aux États-Unis, que ce soit la Haute Autorité sanitaire en France, NICE, reconnaissent, et même l'Association des infectiologues américains, qui longtemps a refusé de reconnaître les formes persistantes ou chroniques de la maladie de Lyme, reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un problème avec la sérologie. On ne peut pas toujours diagnostiquer la maladie sur la base de la sérologie parce qu'il y a des périodes durant lesquelles... La sérologie, c'est la sérologie, le test sanguin dans lequel on cherche les anticorps. Il y a des difficultés méthodologiques liées à cette sérologie qui fait que ça ne donne pas toujours les bons résultats. On a de multiples exemples. Dans ma propre clinique, j'en ai plus qu'une quinzaine de gens qui ont la maladie de Lyme avérée, parfois, je veux dire, aux dépens de leur santé à jamais, mais dont la sérologie de Lyme était positive à un moment donné, mais était négative au moment où, justement, les symptômes chroniques se sont installés. Donc, une fois ceci reconnu, là où il y a un problème, c'est que l'article de Mme Haché est vraiment... d'abord, porte énormément d'imprécisions, d'inexactitudes. Je pourrais donner des exemples. Ensuite, il y a des mensonges avérés, puis parfois certaines calomnies. Ça se peut que tout ça soit le fruit de son ignorance de là où on est rendu dans la maladie de Lyme. Moi, je pense qu'elle est en retard d'une bonne dizaine d'années, au moins 7-8 ans, depuis que tous ces organismes dont j'ai parlé ont fait de vastes enquêtes, ont émis des rapports. Il y en a un groupe d'experts américains réunis par la CDC et le NIH qui, en 2018, a fait rapport au Congrès américain pour dire qu'il y a un véritable problème. Il y a une maladie sous forme persistante qui suit la maladie de Lyme. Et aujourd'hui, surtout depuis la COVID, c'est complètement, je veux dire, déphasé.
toutes les grandes, associations de patients, d'infectiologues, etc., recommandent au gouvernement de s'occuper de ces maladies chroniques ou conditions chroniques qui suivent les infections. Il n'y a pas juste la COVID, il n'y a pas juste le Lyme, il y en a d'autres. Je vais quand même citer l'article de la presse, puis c'est quand même assez percutant. Isabelle Haché écrit « Quand Amélie Champagne s'est jetée du haut d'une tour du centre-ville de Montréal en septembre 22, on a dit que c'est la maladie de Lyme qui l'avait poussée au suicide. » À la télé, le docteur Kadir a déclaré qu'Amélie Champagne était la 5e personne au Québec à mettre fin à ses jours en raison du désespoir provoqué par cette terrible maladie, encore très mal comprise par la communauté médicale. Il poursuit, cette version de l'histoire était, disons, très incomplète, pour ne pas dire gravement erronée. Ben, c'est l'interprétation de Mme Haché qui est gravement erronée et même mensonger. Écoutez, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont enlevées la vie. Hier, les enfants de Mme Roussy, qui est citée, je pense, dans l'article, m'ont écrit pour dire... Annie Roussy. Ils n'avaient pas encore lu l'article de Mme Haché, mais avaient, disons, su que il y avait des balados à Radio-Canada. J'ai même leur courriel. Je pourrais Qu'est-ce qu'ils vous ont écrit? Ils ont écrit qu'ils sont très troublés que, sans leur autorisation, on ait mentionné des faits personnels sur la vie de leur mère et qu'on ait donné cette interprétation de ce qui s'est passé avec leur mère. Ça ne veut pas dire... Je vais vous dire pourquoi j'ai dit qu'il y avait 5 personnes qui avaient été poussées au suicide dans ces circonstances-là. Ça ne veut pas dire que c'est la maladie... Pour vous, c'est toujours vrai? Ben oui, c'est-à-dire dans le sens suivant. C'est dans le sens suivant. Ouais. D'abord, vous savez qu'un des plus grands spécialistes américains de la maladie de Lyme, c'est un dénommé Brian Fallon de l'Université de Columbia, qui dirige le centre de recherche de l'Université de Columbia sur la maladie de Lyme. Et vous savez pourquoi il en est arrivé là? C'est qu'il y a une vingtaine d'années, justement, on lui référait beaucoup de patients qui avaient des symptômes chroniques. On ne réussissait pas à identifier la maladie de Lyme. On m'a dit, c'est dans votre tête, c'est une maladie psychiatrique, allez consulter. Et il y a des gens qui se sont fait dire qu'ils avaient la sclérose en plaques, qu'ils avaient de la maladie, des maladies auto-immunes qu'on n'était pas capable de nommer, qu'il y avait de la fibromyalgie. On donne beaucoup de diagnostics. Tout ça, là, c'est comme une espèce de grand ensemble dans lequel, dépendamment de comment les symptômes se présentent, on peut s'orienter là-dedans. Mais on sait maintenant que ces conditions chroniques complexes qui font qu'on navigue entre tel et tel diagnostic. D'ailleurs, la sclérose en plaques est appelée la grande imitatrice, exactement comme la maladie de Lyme. Ça peut imiter beaucoup d'autres maladies. Quand c'est complexe, c'est chronique, pour lesquels on n'a pas de test facile. Par exemple, dans le cas de la sclérose en plaques, il a fallu 45 ans avant d'établir un lien, même pas de cause à effet encore tout à fait clair, mais un lien, une association tellement forte que maintenant, tous les grands scientifiques, toutes les grandes équipes neurologiques pensent que la sclérose en plaques est due à une infection dans les 5 à 10 ans auparavant, qui est la mononucléose, d'accord? Mais ça a pris 45 ans avant qu'on le trouve. Alors, il y a des maladies complexes comme ça, pour lesquelles, pendant longtemps, on n'a pas d'outils précis. Mais ça inquiète beaucoup les gens, parce que juste avec à dire, il faut quand même préciser pourquoi on en parle ce matin, pourquoi c'est important de clarifier les choses. Puis là, on met santé mentale là-dedans, maladie de Lyme, c'est qu'on sait que la Lyme vient de la fameuse tique à pattes noires, qu'il y a des épidémies dans certaines régions. C'est endémique, entre autres, dans les cantons de l'Est, près de la frontière américaine. Et pendant longtemps, moi, à l'époque de mon documentaire « Quand la maladie nous mord », il y a bientôt 10 ans, on y est encore. Quand vous dites « c'était à votre tête, ma petite madame », absolument. On disait ça aux patients. Ouais, écoutez, et ça ajoute à la souffrance des gens. Mais je vais revenir juste. Donc, pourquoi je dis que c'est relié à la maladie de Lyme? D'abord, parce que dans certains cas, ça peut être avéré. Et on le sait, les psychiatres, comme les neuroimmunologues aux États-Unis, ont déjà démontré qu'il y a des conséquences psychologiques qui peuvent déboucher de la maladie de Lyme, parce que la maladie de Lyme est la bactérie est une bactérie neurotrope et qui peut donc aussi envahir le cerveau. La Borrelia? Oui, la Borrelia burgdorferi. Donc ça, c'est un premier élément. C'est probablement pas le cas. Qui peut toucher le cerveau. Qui peut toucher le cerveau. Et donc, il peut y avoir des conséquences psychiatriques directes, soit la maladie ou des conséquences immunes, des perturbations immunes qui peuvent en résulter. Ensuite, quand une maladie est chronique, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète avec de ses multiples conséquences, les personnes, n'importe qui peut vivre des détresses, des périodes dépressives. Imaginez en plus si la personne a déjà des vulnérabilités. Alors, c'est l'intrication de l'ensemble de tout ça qui fait que parfois des gens sont poussés à l'extrême. Si on ajoute à ça le mépris, une espèce de désaveu, où on invalide d'abord la réalité des choses aux patients, on les renvoie à eux-mêmes, à leur propre passé, puis ensuite on n'en prend pas soin, simplement pas par malice, parce que quand c'est des maladies chroniques complexes pour lesquelles on n'a pas d'outils et que ça ne
n'abîme pas un organe immédiatement, ben, la médecine est un petit peu en dépourvu, prise au dépourvu vis-à-vis de ça. Et comme on est déjà occupé par tant de choses qu'on peut régler, ben, beaucoup de mes collègues essayent de balayer ça dans la cour de d'autres. Donc, ça crée de l'errance médicale. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans de ce compte-là, surtout quand c'est accompagné de douleurs parfois insupportables. Beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques douloureuses le savent. Surtout lorsque, justement, les médecins, parce qu'à défaut d'autres choses, leur donnent des neuroleptiques, des narcotiques pour calmer la douleur. Oui, mais des antibiotiques pendant des mois, des années, oui, c'est pas bon, mais ça? C'est pas l'un plus que l'autre. D'accord? Pendant des années, certainement pas, mais on sait aujourd'hui, il y a maintenant des équipes très sérieuses, dont John Aucott, qui présidait le groupe d'experts qui a fait rapport au Congrès américain en 2018. C'est le directeur de la clinique de la maladie de Lyme de l'Université Johns Hopkins. Il fait de la recherche sur l'antibiothérapie prolongée. Pourquoi? Parce que dans les hypothèses qu'on retient, je veux revenir là-dessus, c'est très important. Ça nous a été, disons, dévoilé de manière forte maintenant dans toute la communauté médicale par un article qui a été écrit dans Nature au début de 2022, parce que la COVID longue était tellement évidente pour la communauté médicale qu'une équipe multinationale, surtout des gens de Columbia et de l'Université Yale aux États-Unis, dont une certaine Iwasaki, une docteur Iwasaki, qui est d'ailleurs venue présenter sur la COVID longue, nous ont révélé qu'il y a une bonne quinzaine de virus, plus au moins 2 à 3 bactéries. La CDC en reconnaît 3, c'est-à-dire le campylobactère, la bactérie de la maladie de Lyme, le Borrelia, mais aussi le Coxiella burnetii qui cause la fièvre Q, une quinzaine de virus et même quelques parasites qui peuvent causer des symptômes prolongés, même si l'infection, on ne peut plus la détecter. Donc, pour vous, c'est clair, oui. Question, et pourquoi qu'il y a une forme chronique de la maladie de Lyme. Et pourquoi les infectiologues que nous sommes avons hésité à appeler ça chronique? Parce qu'on n'était pas capable de démontrer la présence de la bactérie ou la présence de la pathologie elle-même. Ça, on parle par exemple de l'EBV qui peut causer ça, du virus dengue, la COVID évidemment, les autres SRAS qu'on a eu avant. Et à chaque fois, on se demande, est-ce qu'il y a une persistance du pathogène? Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins des cas, et ça, on l'a vu en pathologie, en autopsie, oui, il y a des cas où la bactérie ou l'antigène du virus est là, dans divers tissus. Ça peut être une hypothèse, mais il y a au moins 3 ou 4 autres hypothèses qui peuvent agir seules ou de manière concomitante pour expliquer les complications à long terme de ce qui est une maladie chronique. Alors, il faut à un moment donné s'enlever du chemin ces problèmes de sémantique et s'occuper des patients. Il y a des patients qui ont des symptômes persistants, donc chroniques, dont il faut s'occuper. Et vous savez quoi? En dépit de ce qui est présenté comme tableau dans l'article de Mme Haché, moi, j'agis pas seul. On est allé chercher l'aide du gouvernement. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Maintenant, depuis 2000, en fait, moi, j'ai rencontré le ministère en 2020 avec le professeur Alain Moreau du Centre de recherche de Sainte-Justine. On a convaincu le ministre de nous accorder. Il nous a donné le feu vert. Ensuite, on est allé voir les gens du CHUM, le professeur Benoît Deligne et l'équipe de médecine interne du CHUM, du Centre de recherche du CHUM, et on a présenté un projet au ministre en 2021, juin 2021, et on a eu un budget en 2022 pour mettre sur pied un réseau de cliniques pour s'occuper de la COVID longue d'abord et de la maladie de Lyme sous sa forme persistante, puis aussi s'occuper des autres malades qui ont des problèmes chroniques persistants qui suivent une infection. Donc, c'est pas comme si moi j'agissais dans le secret, comme ça semble être présenté par Madame Haché. Je reviens à l'article, je cite à nouveau. Olivier Bernard revisite l'histoire de 5 Québécois dont on a publiquement attribué le suicide à une forme chronique de la maladie de Lyme. Premier constat, il est fort probable qu'aucun d'eux n'ait été atteint de cette maladie dont l'existence sous cette forme persistante est sérieusement remise en doute par les scientifiques. Vous venez de nous dire, Dr Camille, que c'était pas remis en doute, qu'il y avait assez de scientifiques qui l'affirment et des gens qui sont... C'est le genre de choses qui sont complètement erronées, malheureusement. L'avez-vous écouté, le balado d'Olivier Bernard? Pas encore, malheureusement. J'ai pas eu le temps, je suis de garde. Oui. Je l'ai coupé au complet. Oui. Sincèrement, je l'ai trouvé très intéressant. Je n'ai pas compris ce qu'Isabelle Haché écrit. Oui. J'ai surtout entendu des témoignages... J'ai entendu beaucoup d'empathie envers des gens qui ont la maladie ou leurs proches. Oui, il parle de l'Association québécoise de la maladie de Lyme.
Oui, il remet en cause, en fait, le fait que ça peut être plutôt des militants. Oui, effectivement, il semble dire qu'il y a comme une industrie de la lime. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui en profitent. Moi, j'ai interviewé des gens, puis on va écouter, d'ailleurs... C'est calomnieux. Ça, c'est carrément calomnieux, à mon avis. Vous dites qu'il n'y a pas de gens qui en profitent, non? C'est calomnieux. Mais ceux qui vendent... Aux États-Unis, il y en a. Parce la naturothérapie, là... Mais on ne sait pas. Les gens... moi, je ne peux pas juger. Il y en a des charlatans, il doit y en avoir. Ben oui, il y en a aux États-Unis, certainement. Mais il y en a chez nous aussi. Je n'en connais pas assez. Non? Je ne veux pas m'aventurer là parce que ça serait des affirmations. Mais ce que je peux dire, c'est que quand les gens sont poussés dans leur dernier retranchement puis qu'il n'y a pas de prise en charge, quand ils vont à la pharmacie, qu'ils voient dans toutes les pharmacies du Québec, une myriade de naturopathie, de produits en herbe, etc., qu'on leur vend sous toutes sortes de manières, moi, je serais mal à l'aise de condamner les gens d'aller chercher ce genre de traitement. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles que j'ai commencé à m'en occuper, c'est de faire le ménage dans ça, parce qu'au début, il y a des patients qui arrivaient avec une quarantaine de pilules à prendre par jour. Je disais, non, écoutez, il faut qu'on remette ça en question, ça se peut juste pas. Si ça devait marcher, on le saurait. Marguerite Glaser m'a dit, c'est un extrait du documentaire Quand la maladie nous mord. Elle m'a dit ça il y a 9 ans, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça me paraît encore très réaliste. Voici un extrait. En ce moment, si quelqu'un se fait piquer par une tique, les chances sont qu'il n'aura pas les soins adéquats au Québec. On se retrouve avec un diagnostic qui n'est pas fiable, des tests qui sont pas fiables, des symptômes que la plupart des médecins ne savent pas reconnaître. Et quand on est assez chanceux pour recevoir un traitement, malheureusement, ce traitement aussi souvent est inadéquat et ne nous permet pas de guérir réellement de la maladie. C'est absolument vrai. C'est de ça qu'on doit s'occuper. Et ça, c'était il y a 9 ans. Oui, et c'est pour ça que le gouvernement s'en occupe. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied ces réseaux avec le docteur Moreau, avec maintenant Simon Descaries, un physiothérapeute, chercheur à l'Université de Sherbrooke. On a Nathalie Smith avec nous. Je voulais absolument qu'on lui parle un petit peu parce que Nathalie a contracté la maladie de Lyme en 2013. Elle s'était promenée en forêt. Ça nous permet de vous redire de faire très attention quand vous allez dans le bois. Moi, j'avoue que j'ai moins de fun à aller me coltailler à de la verdure. Il faut juste faire attention. Oui, c'est ça, depuis que je fais ce documentaire-là. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Isabelle. Vous entendez le docteur Amir Kadir. Je ne sais pas si vous avez entendu le balado du pharmacien. Je ne sais pas si vous avez lu l'article d'Isabelle Haché, mais toujours est-il que vous, c'est votre combat depuis tellement longtemps, là, depuis 2013. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais mieux. J'ai eu des grandes améliorations grâce au traitement que j'ai reçu par un médecin au privé. Une chance qu'on a quelques médecins qui acceptent de nous soigner. Alors, j'ai eu des gains importants par ces médecins-là. Oui, par l'usage d'antibiotiques prolongés. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de fonctionner un peu mieux. J'ai récupéré au niveau de mes capacités cognitives. J'arrive à me déplacer un peu mieux. Je suis sortie de mon lit. J'arrive à interagir. J'arrive à communiquer avec des gens à la radio, ce que j'aurais jamais pu être capable de faire auparavant. Donc oui, il y a eu des gains, puis c'est grâce à ces traitements-là. Alors, faut pas... quand j'ai entendu le balado d'Olivier Bernard qui vient démolir tout le travail accompli par tous ces médecins-là qui osent nous aider, qui osent sortir ou penser en dehors de la boîte. Ça prend ces médecins-là comme le docteur Kadir, je n'aimerais pas les autres médecins, mais ils ont été déjà nommés amplement. Mais ça prend ces médecins-là pour nous aider, puis sans ces médecins, sans eux, sans ces traitements-là, j'aurais pas eu ces gains-là. Alors, moi, je suis outré d'entendre le balado de monsieur... du pharmacien, oui. Du pharmacien. Parce qu'il nous a encore une fois détruits. Il n'a pas su mettre en perspective toutes les opinions, toutes les versions de tous les scientifiques, de tous les médecins, de toute la communauté de patients pour essayer de trouver une solution. Il a pris vraiment juste l'aspect scientifique de la maladie. Et puis, mais sans vouloir vraiment trouver
ou en tout cas nous démontrer qu'il y a une solution autre que les traitements actuels que l'on peut avoir par nos médecins. Ouais. Alors moi, il a prétendu dans son balado initial ou dans sa bande-annonce vouloir revisiter son point de vue et puis avoir une pseudo-empathie envers les patients. Si je peux me permettre, madame, Madame Nathalie, si je peux me permettre, en fait, votre témoignage illustre l'aspect calomnieux de l'affirmation de madame Haché quand elle dit que ces dangereux cocktails d'antibiothérapie ont poussé au fond de l'abîme des patients. En fait, la réalité, c'est que les patients qui nous consultent souvent sont déjà dans l'abîme parce que pendant des années, ils ont vécu la souffrance et l'incapacité de trouver le moyen de s'améliorer. Et là, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, et la plupart de ceux qui viennent ont déjà eu des consultations en psychologie, des consultations en psychiatrie, parfois demandées par leur assurance, emploi, etc., etc. Et quand ils viennent nous voir avec tous ces 4 ou 5 médicaments chroniques prescrits par leur médecin qui sont neurotropes et qui ont des conséquences, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, ben voici, à défaut d'avoir quelque chose, une certitude, on va de manière méthodique examiner les diverses possibilités et tester chaque possibilité pour essayer d'améliorer votre sort. Et vous savez quoi? Quand j'ai présenté l'aperçu de ce qui arrivait à mes patients au docteur Benoît Deligne, qui était chef du CHUM à l'époque et du centre de recherche du CHUM en médecine interne, il me disait, écoute, en maladie chronique, même 30%, 40% d'amélioration. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, je voyais chez mes patients que les 2/3 des patients trouvaient une amélioration fonctionnelle d'au moins 50-60%, ce qui leur permettait de retrouver un semblant de vie normale. Et je pense que c'est cette expérience-là que le pharmacien ou Mme Haché, sur lequel ils et elles doivent réfléchir et fonder leur jugement avant de pousser ces genres d'affirmations. Nathalie Smith, en terminant. Oui, c'est exactement ça, parce que moi, c'est ces traitements-là qui m'ont aidé à être mieux. Si j'avais pas eu ces médecins-là, ces traitements-là, je serais pas aujourd'hui dans l'état semi-fonctionnel. J'ai eu beaucoup d'améliorations et c'est pas dans ma tête. J'ai vu un psychiatre, j'ai vu nombreux spécialistes. On m'a diagnostiqué une possible sclérose en plaques. On m'a dit peut-être la fibromyalgie et surtout que c'était dans ma tête. Et puis oui, je suis d'accord avec le fait que le docteur Kadir, quand il dit que oui, ça peut nous pousser à commettre un geste irréparable, c'est certain, parce qu'on souffre tellement, on vit tellement de déni par la communauté médicale, par nos pairs aussi. C'est extrêmement souffrant. Physiquement, c'est très, très souffrant. Moi, j'ai perdu mon emploi après plus de 25 ans dans la fonction publique. J'étais dans un emploi que j'adorais, mais j'ai été incapable de continuer. Même encore aujourd'hui, je ne travaille plus. Mais ce pharmacien vient encore une fois nous démolir l'Association québécoise de maladie de Lyme. Voilà, c'est ça. Qui s'est créée pour venir aider la communauté. C'est comme si on disait, c'est pas bon qu'on se parle entre nous, entre personnes atteintes de la maladie de Lyme, mais pourtant, il y a plein d'autres associations pour le cancer, pour la sclérose en plaques, qui ont ce genre de communauté-là. Et sans cette communauté-là, derrière nous, on serait tout seul dans notre maison, on serait encore isolé encore plus. Madame Smith, je profite encore de votre intervention juste pour préciser quelque chose. On doit terminer là-dessus. Oui, la médecine moderne a accepté l'idée et intégré l'idée que les patients doivent être des partenaires dans la prise en charge et dans le traitement. Donc, quand on dit l'Association québécoise de la maladie de Lyme, une chance qu'ils sont là. Militants, ça veut dire simplement des avocats qui font des plaidoyers pour que le gouvernement, pour que les autorités publiques s'occupent de leurs patients. Merci. Et donc, on doit les remercier, on doit être reconnaissant de leur présence et de leur pleine participation. Ils font d'ailleurs partie du réseau québécois qu'on a mis sur pied pour les maladies complexes chroniques. Oui, on les a contactés, d'ailleurs. Ils siègent à toutes nos réunions, ils sont présents et ils nous accompagnent dans tout ça. Oui, l'Association québécoise de la maladie de Lyme a été contactée par notre équipe de recherche, Florence. Ils nous ont dit qu'ils allaient regarder le tout et nous revenir avec plus de commentaires. Je le souhaite. Merci, Dr Amir Kadir. Merci, Isabelle. Je rappelle que vous êtes microbiologiste, infectiologue à l'hôpital Pierre-Legardeur, spécialiste de la maladie de Lyme au Québec. Merci beaucoup, Nathalie Smith. Merci et bon courage.
Au revoir, Merci, Mme Isabelle. Merci à vous. Merci, docteur.